Alors, pour le premier exercice, on demande de trouver les fonctions. Fonction, c'est tout ce qui est liaison différente, simple, carbone-hydrogène. Donc, si je regarde dans la molécule ici, j'ai quoi? J'ai cette partie-là. Donc, cette partie-là, je l'entoure sur la première molécule. J'ai la même exactement sur l'autre molécule. Donc, si je l'écris en formule semi-développée, ça me fait C double liaison O. Alors, ensuite, ce qui est important de regarder pour trouver la fonction, c'est ce qu'il y a après l'atome d'oxygène. Donc, ici, on a un atome de carbone. Donc je note que c'est un atome de carbone, et ça correspond à une fonction. Cette fonction, c'est la fonction Esther. À ne pas confondre avec une autre fonction qui est C-linéaire, qui est C double liaison O, O, mais avec H, et ça c'est l'acide carboxylique, une autre fonction. Alors pour trouver une fonction semi-développée à partir d'une fonction topologique, il faut se rappeler la fonction topologique. À chaque extrémité, on a un atome de carbone. Et à chaque cassure de la ligne, on a un atome de carbone aussi. Donc ici, j'ai un atome de carbone, là, là, là et là. Donc je vais réécrire cette même chaîne, mais cette fois-ci en écrivant l'atome de carbone. En gardant les zigzags, c'est plus facile. Ensuite, première chose à se rappeler, un atome de carbone, ça a 4 liaisons. Donc je regarde chaque atome de carbone, je regarde le nombre de liaisons qu'il a pour l'instant. Si je prends le premier atome de carbone, une liaison, il lui en manque 3, j'écris H3. L'autre, même chose. Celle du milieu, ici j'ai 3 liaisons, donc il lui manque un atome d'hydrogène. Le suivant, 2 liaisons, 2 atomes d'hydrogène. Suivant, 2 atomes d'hydrogène. Si je prends le C double liaison O, il a déjà 4 liaisons, pas d'atome d'hydrogène. Et le dernier, H3. Pour trouver la formule brute, il faut retrouver le nombre de chaque atome qu'il y a dans la molécule. Donc les atomes de carbone, je compte. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je mets un 7 en indice, c'est 7. Ensuite, atomes d'hydrogène, je vais compter tous les atomes d'hydrogène que l'on trouve. Donc j'en ai 3 ici, plus 2 ça fait 5, plus 2 ça fait 7, plus 1 ça fait 8. Et puis je vais avoir les 6 derniers, ça me fait 14, donc c'est H14. Atome d'oxygène, c'est simple ici, j'en ai 2. Et puis donc j'ai O2. Et donc je me retrouve avec la formule brute, C7H14O2. Pour définir la notion de proton équivalent, la première chose à définir, c'est qu'est-ce que sont 2 protons. Donc 2 protons, ce sont 2 atomes d'hydrogène. Donc ici j'ai 2 atomes d'hydrogène. Et 2 atomes d'hydrogène sont dits équivalents si finalement ils ont quoi en commun? Ils ont le même environnement chimique. C'est un terme général, c'est pas la peine d'en définir plus. On s'arrête là, et là vous avez la définition de 2 protons équivalents. Pour les différents groupes de protons équivalents sur la molécule, on va regarder chaque atome de carbone et entourer le groupe d'atomes d'hydrogène. Donc premier groupe, CH3. Je regarde le suivant, CH2, pas équivalent parce qu'ils ne sont pas du tout pareils. Après là j'ai un autre CH3, est-ce qu'il est pareil que l'autre? Pour ça je regarde l'atome qui est à côté, là c'est un CH, ici c'est un CH2, c'est différent, donc là ça me fait un troisième groupe de protons équivalents. Je continue sur la molécule, j'ai le CH2 ici, donc même que l'autre, que le CH. Alors je regarde donc ce que j'ai à droite et à gauche. Donc ici j'ai un O, l'autre j'ai un CH2. Donc ici, mon groupe CH2 va être un quatrième groupe de protons équivalents. CH3, même chose, je regarde à côté CH2, CH2. Donc je regarde encore à côté pour les différencier. Est-ce qu'ils ont la même chose ou pas? Là, ils sont différents. Il y a un O et un CH, CH3. Du coup, ici, ça me fait encore un groupe de protons. Donc si je regarde, j'ai un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes, 5 groupes. Et j'ai le dernier groupe qui est le sixième, le H que je n'ai pas oublié. Donc là, j'ai 6 groupes de protons équivalents. Et sur le spectre Riemann, comme à chaque groupe de protons équivalent correspond un signal, j'ai donc 6 signaux sur le spectre Riemann. Question suivante, multiplicité donc sur l'atome d'hydrogène entouré. Donc je regarde les atomes de carbone qui l'entourent et je regarde sur les atomes de carbone qui l'entourent le nombre d'atomes d'hydrogène qu'il a. Donc sur le premier, ici le CH3, CH3, j'ai donc 3H. Le groupe à côté, j'ai le CH2, ici, donc H2, 2 atomes d'hydrogène. L'autre, le C double liaison O, j'en ai pas, ça me fait donc 5 atomes d'hydrogène liés sur les atomes de carbone voisins. Et donc pour trouver le nombre de pics que l'on a, il faut utiliser la règle des n plus 1 uplés. La règle des n plus 1 uplés, on prend n, le nombre d'atomes d'hydrogène portés sur les atomes de carbone voisins.
Et après, à ce nombre n, on ajoute 1, donc n plus 1, et ça me fait n plus 1 pic sur le signal RMN qui correspond. Du coup, ici, j'ai 5 atomes d'hydrogène, et ça va donc me donner 6 pics sur le signal RMN, ce qu'on appelle un sextuplé. Alors, dans le spectre, comment les attribuer? Donc, on va d'abord prendre ce qu'on sait sur la molécule B. On sait que le CH lui donne un sextuplé. Donc, on regarde quel est celui des deux spectres qui présente un sextuplé. On s'aperçoit que c'est le spectre 2. Conclusion, spectre 2 correspond à B. Parfait. On peut regarder maintenant pour l'autre molécule, si on veut. On peut conclure rien qu'avec ça, mais si on a un CH3 ici, le CH3, il n'a pas d'hydrogène sur son carbone voisin, donc c'est un singulet. L'autre, pas de singulet. Du coup, si je regarde quel est le spectre qui est un singulet, du coup, spectre 1 singulet, donc spectre 1 molécule A, spectre 2 molécule B. Alors maintenant, on passe à l'analyse du spectre infrarouge. Donc, spectre infrarouge, première grosse bande à 3200 cm-1. Je regarde ma table, je m'aperçois que ça correspond à OH d'un alcool. Deuxième bande que l'on voit qui est juste derrière, c'est celle qui est juste en dessous de 3000 cm-1. Et ça correspond à du CH. Voilà. Ensuite, toute la partie qui est en dessous de 1500, normalement, on n'a pas analysé. Donc, on va la laisser tomber pour l'instant. Voilà, c'est pas indispensable. Deuxième spectre, pardon. Donc, deuxième spectre, on retrouve le CH à peu près 3000 cm-1. Et on retrouve une autre bande caractéristique qui est un peu plus basse, qui est à 1750 cm-1, un petit peu près, à peu près, pardon, et c'est donc du C double liaison O si je regarde la table. Normalement, je devrais aussi m'arrêter là, c'est-à-dire je ne devrais pas regarder tout ce qui est en dessous de 1500 cm-1 et essayer de conclure rien qu'avec ça. Mais on peut néanmoins regarder ce qui se passe un peu en dessous. On voit qu'il y a une énorme bande qui a 1200 cm-1 et ça c'est caractéristique d'un CO comme liaison qu'on peut retrouver. Et donc ça correspond à l'ester, l'autre n'ayant pas de C double liaison O. Donc la bonne réponse était molécule A, spec 2. Maintenant on passe à la partie B. Donc première question, on vous demande de donner les formules du produit manquant. Donc on prend la formule brute de chaque composé. Donc premier c'est C2H4O2, C5H12O, C7H14O2. Après, on fait le bilan et il nous reste. Donc carbone, on les a tous, hydrogène il en manque 2, oxygène il en manque 1, donc plus H2O, donc on a de l'eau. Groupe caractéristique, premier réactif, on a COOH, ça correspond à ici donc à l'acide carboxylique. Le deuxième, on a un OH, ça correspond à un alcool. Indiquer les différents types de réactions. Première, on a deux réactifs, un produit, donc ça correspond à une élimination. Addition, bien sûr, vous avez tout suivi. Et l'autre, un réactif, deux produits, c'est donc une élimination. Liaison rompue, liaison formée. Donc liaison rompue, ça va donc être du côté des réactifs. Donc je regarde du côté des réactifs, qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai un C double liaison O d'un côté et un OH de l'autre, donc liaison rompue OH, c'est OH. Liaison formée. Donc liaison formée, je regarde du côté des réactifs, des produits, pardon, et les produits c'est COHR. Alors ensuite, site donneur et site accepteur. Donc ce qu'il faut regarder, c'est la liaison qui est formée. Donc la liaison qui est formée, c'est entre le carbone et l'oxygène. Ensuite, si on prend une définition, un donneur, c'est soit avec des doublets non liants, soit avec des charges négatives. Et un accepteur, c'est soit avec des charges positives ou delta plus. Donc si je regarde ma molécule, celle qui a des doublets non liants, c'est l'oxygène. Et celui qui a... Après, je regarde l'atome de carbone. L'atome de carbone, il est lié à un atome d'oxygène. Donc je vais comparer l'électronégativité du carbone à celle de l'oxygène. Et le plus électronégatif, c'est l'oxygène. Du coup, le carbone, il porte une charge delta plus. L'oxygène, une charge delta moins. On a donc notre accepteur qui est l'atome de carbone. Donc je mets l'atome de carbone en évidence. Pour le mécanisme réactionnel, je vais remettre en évidence ce dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin de l'oxygène qui est le site donneur, du carbone qui est le site accepteur. Il me reste à placer les liaisons formées et rompues. Donc formées et rompues. Ensuite, je crée une flèche courbe qui part
de l'oxygène vers le carbone pour montrer la liaison qui est formée avec la flèche qui pointe vers l'accepteur. Et puis après, je marque la liaison qui est rompue avec une flèche qui part vers l'atome le plus électronégatif, c'est-à-dire l'oxygène. Dernière question sur l'ion hydrogène. Donc si je regarde ce qui lui arrive tout au départ, il est consommé. Et du coup, consommé. Après, tout à la fin, il est régénéré, c'est-à-dire qu'il réapparaît. Et du coup, ici, j'ai quelque chose qui est consommé et qui est régénéré tout à la fin. Du coup, ça c'est caractéristique de quelque chose qu'on appelle un catalyseur. Et du coup, ici, l'ion hydrogène, il sert à catalyser la réaction.